Bonsoir à tous, excellente fête de l'Assomption à nos frères catholiques. Nous sommes la team du talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous regarder, ils sont à leur poste. Vos chroniqueurs préférés, Daouda Koulibaly, Sa Majesté, Manuela Pocosi Koulibaly, Kevin Aubin, Isabelle Vauvor et Monsieur de Perpignan. Très bien, c'est entendu. Avec toi Isabelle, nous allons tout de suite au journal télévisé. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'essentiel de l'actualité. Grogne des populations ivoiriennes relatives à la grève des points de vente mobile money. Tout savoir sur l'affrontement communautaire entre des jeunes à Ndoussi et les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués ce vendredi 12 août. Commençons tout de suite avec la grève des propriétaires de points de vente mobile money. Débuté le 8 août 2022, le mot d'ordre a été prolongé jusqu'à ce lundi 15 août. Cette situation crée un mécontentement chez les consommateurs. Ceux-ci se sont pris au piège entre les opérateurs et les propriétaires de points de vente mobile money. Les 4 syndicats constituant collectif revendiquent la revalorisation de leurs gains et un statut particulier. Chelina Soro nous explique les véritables raisons de ce bras de fer dans ce reportage. Depuis quelques jours, les points marchands de proximité des opérateurs mobiles money ont baissé pavillon dans toutes les communes d'Abidjan, causant des désagréments aux consommateurs. Une situation inacceptable pour les populations qui se sentent prises au piège entre les opérateurs et les marchands. Nous, on est déjà découragés. S'il n'y a plus de compte Wave ou soit plus Orange Money, il y a assez d'argent sur les comptes. On peut retirer, ils n'ont qu'à venir. Où on a fait là, les dépôts là, on nous donne. Et on arrête maintenant de mettre l'argent sur compte. Et puis on se rend compte un matin, quand on va faire le retrait, on nous dit de payer 100 francs, de payer 100 francs de plus au retrait, 100 francs de plus au dépôt. Mais attends, dans quel pays nous sommes? C'est de l'anarchie. Wave c'est une agence, Orange Money c'est une agence, MTN Money c'est une agence. Les gars doivent s'entraider, ils doivent se mettre d'accord sur un plan focus pour donner leur point de vue. Mais quelqu'un se lève un coup quand il dit il est en grève, l'autre se lève il est en grève, nous ça ne l'arrange pas. Nous aussi, nous à l'agence sur Wave aussi, si on veut manger, nous on fait comment? Concernant les parents qui sont à l'intérieur, aujourd'hui Wave a décidé de travailler avec les microfinances. S'il n'y a pas ces microfinances là à l'intérieur, dans les zones reculées, comment est-ce que ça va se passer? Bon, on attend, on regarde, on ne sait pas quand est-ce que cette guerre-là va prendre fin. Il faudra donc serrer la ceinture encore quelques jours et se préparer à l'instauration de nouveaux frais sur toute opération de mobile money. Pour cause, les propriétaires des points de vente PDV ne sont pas du tout prêts à perdre le bras de fer. Leurs revendications sont claires et ils jouent ici leur survie dans un écosystème en pleine évolution. Notre problème, ce sont nos commissions. Nous espérons que l'État puisse statuer sur notre corporation afin de nous donner un statut juridique, afin que le PDV puisse vivre de son activité. L'activité que nous menons, depuis un certain temps, il y a eu trop de rabais sur nos commissions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas même à subvenir à nos besoins. Et vu qu'on a plusieurs charges, donc on souhaiterait qu'il y ait une revalorisation. Au noyau de cette confrontation, les PDV avaient décidé d'instaurer les frais de 100 francs CFA sur toute opération des dépôts et de retrait. Une décision qui n'a pas enchanté les opérateurs. Et à côté de cela, la révision à la baisse des commissions versées au PDV par les opérateurs, chose que les marchands refusent. La dernière résolution du collectif des services de proximité, c'est l'instauration de nouveaux tarifs depuis le mardi 16 août 2022, allant de 100 francs à 500 francs selon le montant de la transaction. En soutien à cette initiative des PDV en grève, des voix s'élèvent avec pour arguments principaux la modicité des sommes en jeu et la nécessité de préserver des milliers d'emplois de jeunes. Il faut qu'il y ait un statut juridique comme cela se passe au Kenya. Nous avions besoin d'un statut juridique. Nous avons besoin de la dissociation de nos revenus aux revenus des opérateurs. Nous ne devrons pas être une charge pour les opérateurs. Si nous restons une charge pour les opérateurs, nos commissions ne cesseront de baisser.
À défaut d'obtenir l'augmentation de leur commission par les opérateurs, les PDV ont choisi de répercuter leur manque à gagner, voire améliorer leurs gains directement sur les consommateurs. Les opérateurs invitent les consommateurs sur l'ensemble du territoire national à ne pas céder à cette augmentation et à privilégier des points de vente ne pratiquant pas la surenchère de 100 francs CFA pour effectuer leurs transactions. Les vacances scolaires ne sont pas de tout repos pour certains élèves. Pour aider les parents à préparer la rentrée, des élèves s'adonnent à plusieurs activités. Leur occupation durant cette période est diversement appréciée. Suivons ensemble ce reportage de Saint-Théodore au Carré, notre correspondant dans la région du Tompi. Filles de ménage, coiffeurs ou gérants de magasins. Ils sont nombreux, ces élèves qui, pendant les vacances, s'adonnent à des activités lucratives. Objectif, aider leurs parents à subvenir à leurs besoins quand viendra la rentrée scolaire. Élève en classe de terminale au lycée moderne de Diouekoué, Yao Kouakou a troqué son uniforme kaki contre celui des laveurs de voitures et d'engins à 2 roues. Nous sommes en vacances, il n'y a plus autre chose à faire. C'est pourquoi je suis venu me débrouiller ici. Là, si la rentrée arrive, il y a un peu d'argent pour aller m'inscrire. Il y a des jours, je peux gagner 3 000, il y a des jours, je gagne 4 000. Bon, comme mon économie, je laisse, si le jour qu'il y a eu 3 000, je laisse 2 000 et puis je prends les 1 000 francs pour dépenser. Le désir de se prendre en charge est un fardeau en moins pour les parents. Voilà ce qui pousse certains élèves à s'adonner à des occupations génératrices de revenus. C'est également le cas des gars Hervé et Alou Fulgence. Eux ont plutôt opté pour le commerce ambulant des accessoires du téléphone portable, des dentifrices et bien d'autres articles. Pendant les vacances, je fais des petits jobs pour que je vais gagner de l'argent pour soutenir mes parents à la rentrée scolaire, pour qu'ils vont prendre soin de moi. Je veux gagner 20 000 comme ça, comme bénéfice. Le bénéfice, ça c'est à moi. Le reste, ça c'est pour eux. Moi, je garde, je fais un petit dépôt pour mettre sur mon compte. Comme ça, si c'est un peu beaucoup, la rentrée, je peux faire retrait pour aller m'inscrire à l'école. Comme c'est les vacances, j'ai décidé de me débrouiller un peu pour aider ma famille en manque d'argent, comme aide financière. Pour les soutenir, je suis obligé de me débrouiller. Si les enfants sont heureux d'avoir beaucoup de temps libre pendant les vacances, loin des cahiers, les parents, eux, doivent être astucieux pour les occuper jusqu'à la reprise des cours en septembre prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'à Diouekoué, tout le monde s'occupe sainement. À côté des travailleurs, certains élèves ont opté pour des cours de vacances, tandis que d'autres préfèrent se détendre et décompresser. Ceux qui ont déjà eu leur bac, eux, ils vont aller m'aider à vendre au marché d'abord pour que la rentrée arrive. Mais ceux qui sont encore dans les classes intermédiaires, je les inscris directement dans les cours de vacances pour aller. Et puis encore chez nous à Diouekoué ici, la mission catholique a instauré quelque chose qui est bon. Les cours de vacances, les enfants vont matin et puis le soir, il y a les activités que les enfants mènent là-bas. Ça amène les enfants à être encore plus égayés dans leur vie. Et puis pour ne pas qu'ils se promènent, parce que quand on les laisse comme ça à eux-mêmes, ça devient autre chose. Moi personnellement, je préfère ça. Je me nomme Tchinitoumoglo Rachel, en classe de... Bon, je passe en seconde C. J'ai décidé de suivre les cours de vacances pour avoir plus de connaissances l'année prochaine plutôt. Voilà, pour mieux comprendre le cours et avoir de bonnes notes aux interrogations. Vu que dans d'autres matières, je n'étais pas brillante, je peux dire en mathématiques, voilà. En mathématiques, à l'examen, j'ai eu 12 sur 20, ça ne m'arrangeait pas, c'est pas beaucoup. Donc j'ai décidé de suivre ces cours en mathématiques pour mieux m'améliorer, pour apprendre encore plus pour l'année prochaine. Je laisse mes travaux, je viens regarder le football. J'aime le football. Si aujourd'hui il y a ce genre de trucs, ça profite aux gens aussi de faire la réconciliation le plus important. Avec ce qu'on a vécu aussi à Diouekoué, vraiment, nous sommes très heureuses d'assister à ce genre de trucs. Je vous remercie. En attendant le 19 septembre, date de la rentrée scolaire, les vacanciers poursuivent leur job pour se faire plus de gains. Une personne tuée, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de l'affrontement communautaire entre des jeunes de Ndoussi, ville située dans la région de Lagnébi-Tiassa. Ces heurts sont arrivés après l'agression d'un jeune dans le centre-ville dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août. Le calme est revenu le samedi aux alentours de 8 heures grâce à une intervention des forces de l'ordre. Mais la tension était encore visible entre les protagonistes. La police sur place a usé de moyens conventionnels
matériel pour les disperser. Ce conflit intervient après celui du 31 juillet et du 1er août, ayant fait 3 morts et des blessés. Depuis quelques années, des gangs de jeunes dealers s'affrontent régulièrement dans la ville de Ndoussi pour le contrôle du marché de la drogue dans cette localité. Et les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'1 mois à Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et incarcérés le vendredi 12 août. Le Mali a exigé que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets. Bamako demande également de rendre libres des personnalités maliennes présentes sur le territoire ivoirien et recherchées par la justice malienne. Autant de conditions rejetées par les autorités ivoiriennes qui affirment que le processus de libération sera peut-être long. Tout cela dans un contexte où Bamako accuse Abidjan d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les militaires maliens, auteurs de 2 coups d'État depuis 2020. Sanctions finalement levées début juillet. Et on continue sur cette actualité. Les 49 soldats ivoiriens inculpés et écroués au Mali, on en parle sur le plateau du Talk. A tout de suite. Merci Isabelle de nous rejoindre dans Ça fait l'actu. Vous vous en souvenez, elle en parlait à l'instant même Isabelle sur ce plateau. Nous avons abordé le sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier. L'affaire a pris une autre tournure. On en parle tout de suite dans Ça fait l'actu. J'espère que tout le monde va bien sur ce plateau. Ça va. Super. Et vous le savez tous, hein, nos 49 soldats détenus à Bamako ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour, je cite, tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien et détention, port d'armes de guerre. L'affaire se judiciarise donc. Daouda, tu vas nous faire rétrospective, rappel des faits. Le prologue. Pour qu'on en arrive, le prologue, pour qu'on en arrive à ce fait. En gros, le 10 juillet dernier, dans un communiqué fleuve et au ton très véhément, la junte malienne a annoncé avoir arrêté la veille 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako. Les putschistes maliens accusent les soldats ivoiriens d'être des mercenaires entrés illégalement sur le territoire afin de briser, je cite les mots des Maliens, de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Un communiqué auquel Abidjan a répondu en disant que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvent au Mali dans le cadre de l'opération des éléments nationaux de soutien. Très bien. Poursuivant, Abidjan a déclaré que les 49 militaires, en fait, étaient au Mali dans le cadre de la 8e rotation. Une rotation, d'ailleurs, qui a cours depuis 2019. Et à cet effet, Abidjan a remis une copie de l'ordre de mission du contingent aux autorités aéroportuaires, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et à l'état-major malien pour qu'en en fait, ils attestent de la régularité de la mission. Mais pour terminer, en fait, Abidjan a tenu à signifier que les soldats n'étaient en possession d'aucune arme de guerre comme le communiqué malien le stipulait. Donc, en gros, voici le prologue de l'affaire depuis le 10 jusqu'à un certain moment avant qu'on arrive au Togo. Voilà, donc en gros... Ça fait beaucoup de contradictions quand même. Voilà. Hein. Alors, quelles sont vos analyses, hein, donc, à chacun de vous, au sortir donc, de ce que Daouda vient de dire? Kevin. Bon, enfin, on assiste à une situation assez compliquée. Hein. Chacun se renvoie la balle. On assiste à une sorte de ping-pong diplomatique. Les autorités maliennes accusent les 49 soldats d'insurrection. Ils auraient pour but d'entraver la sûreté malienne, tu l'as dit, et mettre à mal la transition assurée par la junte. Bon, le gouvernement ivoirien se plonge dans la dénégation. Il maintient que les autorités maliennes étaient au diapason à l'affût de la présence des 49 soldats, qui le savaient pertinemment. Et selon le gouvernement, donc le nôtre, les 49 soldats ont été envoyés là-bas pour donner appui à la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Moi, ce que je voudrais savoir, si on déploie nos soldats pour prêter main forte à la MINUSMA, c'est forcément dans l'intérêt du Mali. Donc, argument réfuté par le gouvernement malien, du coup, il y a inéluctablement un pays qui s'inscrit en faussaire. Soit c'est la Côte d'Ivoire qui ment, soit c'est le gouvernement malien qui est totalement menteur. Donc, je ne comprends pas la décision du Mali d'écrouer nos militaires. Je ne sais pas si on va y venir après ou si je peux déjà statuer là-dessus. On va y arriver. On évolue tout doucement. Il y a quand même eu négociation. On en parlera avec Manuela. Tu te prépares. Ton analyse à toi, Isabelle? Bon, déjà, désolée pour le mot que je vais utiliser, mais moi, j'estime en tout cas que le gouvernement mali est un gouvernement de voyous.
parce que moi j'estime qu'ils sont en train de jouer en fait sur le populisme. Il faut savoir que depuis la chute de IBK, il y a de plus en plus en fait d'attaques djihadistes dans le pays. Donc ils utilisent en fait la situation actuelle, c'est-à-dire le fait d'emprisonner nos 49 soldats pour pouvoir faire digression en fait sur ce qui est en train de se passer dans leur État au Mali. C'est-à-dire que pour se montrer comme étant un gouvernement fort et qui lutte en fait, en tout cas pour le bien-être de ces populations. Donc du coup, le fait d'avoir, comment dirais-je, introduit la justice sur nos 49 soldats, c'est comme si en fait ils se présentaient comme étant un État fort, donc qui lutte pour donc, la stabilité du pays en indexant donc, la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Guillaume Soro est l'un des conseillers de la junte malienne aujourd'hui. Donc oui. Ah bon? Donc oui. D'accord. Oui. Moi, j'avais pas cette information-là. Bon, en tout cas, les indiscrétions disent que Soro Guillaume est donc un des conseillers de la junte malienne, donc ce qui fait que la situation est assez délicate et qu'il faut qu'elle se joue en fait à un niveau politique également. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de retenir donc, nos 49 soldats chez eux, ça peut grogner aussi en caserne chez nous. Voilà, parce qu'on retient en fait de l'autre côté leurs frères d'armes. Donc en fait, c'est peut-être une stratégie politique aussi pour emmener l'État ivoirien à agir violemment contre l'État malien et finalement, on va se retrouver en guerre avec un de nos voisins, ce qui serait totalement inadmissible. Ce qu'on doit éviter absolument. Tout à fait. Alors, tu penses que Soro Guillaume, comme tu l'as cité, tirerait les ficelles pour que l'État malien durcisse le ton? Ah oui, tout à fait. On peut même le voir au niveau des cyberactivistes maliens qui sont utilisés aujourd'hui. Les éléments de langage sont clairs. Ils fustigent à la fois le président Alassane Ouattara, ils fustigent la Côte d'Ivoire, ils fustigent même toute l'armée ivoirienne. Donc il faut se rendre à l'évidence. Voilà, c'est vraiment toute une stratégie politique qui est derrière en fait, cette mise en scène-là pour arriver à avoir de réelles tensions entre nos deux États. D'accord. On va y arriver à éviter cette tension, à mettre balle à terre. Quelle est ton analyse? Non, on espère en tout cas déjà qu'on va y arriver parce qu'il y a un premier round de négociations au milieu de tout ça qui a déjà été entamé. Le 28 juillet à Lomé, sous l'égide du Togo, du président Faure Gnassingbé plus exactement, qui est un interlocuteur, je vais y arriver, de choix d'ailleurs. Pourquoi? Parce que contrairement à la Côte d'Ivoire, le Togo, lui, s'est positionné lorsqu'il s'agit des sanctions économiques envers le Mali, le gouvernement de la transition du Mali. Faure Gnassingbé, le Togo, était un interlocuteur de choix et eux, ils ont plaidé en faveur du Mali pour que ces sanctions-là ne soient pas appliquées. Donc interlocuteur de choix donc, mais malheureusement là-bas, en fait, lors de ce premier round, les négociations ont patiné. Elles ont patiné sur deux points essentiels. Alors moi, j'aimerais juste pointer un petit détail. C'est vrai que comme chacun l'a dit, on a la Côte d'Ivoire et le Mali qui ont leur position chacune bien de leur côté. Ensuite, au milieu de ça, on a le silence dans un premier temps de l'Union africaine et puis on a derrière ensuite les Nations Unies qui sont là, qui ne veulent pas trop, mais on sent quand même une volonté derrière des Nations Unies de rester fair play, de rester neutre. Et elles disent, voilà, nous, on n'était pas informés que ces Maliens-là étaient chez vous, mais on a fait nos vérifications et ils appartiennent bien à ce contingent-là. Donc on connaît les éléments, mais on n'était pas informés que ces Ivoiriens étaient chez vous. Pardon, ces Ivoiriens, c'est important, oui. Ces Ivoiriens-là étaient chez vous. Alors maintenant, les deux points, je parlais de deux points. Qu'est-ce qui a patiné? Qu'est-ce qui a fait que les négociations ont patiné? Le premier round, en tout cas, des négociations à Lomé. Premièrement, c'est que le Mali exigeait en fait que la Côte d'Ivoire reconnaisse, donc une reconnaissance des faits déjà, et que la Côte d'Ivoire exprime ensuite des regrets quant à la présence de ces soldats et puis qui n'ont pas été sur leur territoire et n'ont pas été informés. Et ensuite, ils ont exigé, c'est même pas essayé, ils ont exigé la libération de certains ressortissants en fait qui sont recherchés par la justice malienne et qui résident sur le territoire ivoirien. Et c'est là que ça a patiné puisqu'on connaît tous la réponse de la Côte d'Ivoire qui a été un non catégorique. Voilà. D'accord. Mais alors, est-ce que et puis on a Antonio aussi, si je peux juste rajouter rapidement aussi, on a le conseiller, le secrétaire général plutôt des Nations Unies aussi, Antonio Gutiérrez, qui regarde ça de loin un petit peu. Mais je voulais juste nuancer en fait le propos d'Isabelle par rapport au Mali. Je pense qu'on le pense tous de toute façon, qu'on se dit voilà, il y a peut-être le Mali qui fait ci ou qui fait ça. Mais si on essaye d'avoir une lecture un peu plus neutre et qu'on regarde, on se dit bon, quand on se pose comme ça, moi, à titre personnel, je me dis, je comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, sincèrement, la position du Mali. Et la seule optique que je vois, en dehors de la distraction par rapport au problème, la question terroriste, la vie chère aussi là-bas et toutes ces choses-là, c'est que peut-être qu'en fait, le Mali est en train de se dire qu'il est atteint dans sa souveraineté par la France.
Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça s'élargit de plus en plus. Voilà, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que la France, les dégradations, les relations entre le Mali et la France se sont fortement dégradées. Là, dernièrement même, je veux dire, le Mali accusait la France de colonialisme, ils accusaient Macron d'avoir un ton paternaliste, de négliger l'Afrique. Macron, lui, a répondu là, il y a quelques semaines, lors de sa tournée africaine, pour dire non, 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 c'est le Mali plutôt qui est là en train de faire n'importe quoi parce qu'il s'associe avec les Russes, Wagner notamment. Donc peut-être que là, aujourd'hui, on a un Mali qui est en train de se dire, bon, peut-être que la France est en train d'instrumentaliser la Côte d'Ivoire pour régler ce palabre avec moi. Et ce ne serait pas faux, parce que quand on regarde, on peut regarder, c'est une thèse qui peut se soutenir, dans le sens où quand on regarde aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est le cœur de la zone UEMOA, on est des principaux alliés de la France dans la région, donc ça soutient. Je dis juste que ça soutient si on a une lecture neutre du côté du Mali. Mais ce n'est pas du tout avéré, ça, il faut le dire, c'est pas du tout avéré. On réfléchit, on est sur des pistes de réflexion. Très bien, mais cette façon de demander, de réclamer donc le retour des exilés politiques qui ont des chefs d'accusation contre eux, est-ce que c'est la meilleure façon, c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que c'est comme ça que les exilés politiques rentrent chez eux? En fait, moi, je pense que comme tout le monde le sait, Assimi Goïta, moi, je ne pourrais pas dire que c'est l'autorité malienne, c'est un putschiste, c'est un terroriste. Parce que la méthode qu'il utilise, c'est la méthode que les terroristes utilisent en fait pour faire des échanges de façon claire et nette. Dans les normes au niveau international, quand il y a des exilés dans un pays, on émet un mandat d'arrêt international qu'on va transmettre au pays où les exilés sont. D'accord. Et la justice de ce pays va prendre le dossier en main et essayer de voir dans la mesure du possible comment faire retourner en fait les exilés dans leur pays d'origine, de sorte à ce qu'ils aient un jugement juste et équitable. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez tous, a des exilés au Ghana, au Togo, au Bénin, en France. On n'a jamais exigé quoi que ce soit de ces pays-là. On a plutôt négocié pour qu'ils rentrent au fur et à mesure. On a réussi à l'utiliser ici à TCP. Et dernièrement, Blaise Compaoré, qui était exilé chez nous, la Côte d'Ivoire l'a accompagné jusqu'au Burkina, où il a demandé pardon avec sa fille. Mais ils exigent qu'on échange, selon eux, des mercenaires comme des exilés. Est-ce que vous trouvez ça sérieux vous-même? Non, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux? Tu dis que quelqu'un est mercenaire et pourtant dans la loi, quand quelqu'un est mercenaire, on le juge directement. Il n'y a pas de débat à la matière, en fait. Excuse-moi de te couper, Daoud, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que dans un premier temps, on a même une requalification de ça. On parle de mercenaires dans la première sortie médiatique du Mali. Ensuite, on parle de soldats. Assimi Goïta parle de soldats. Et puis là, on revient, une fois que l'affaire se judiciarise, on reparle à nouveau de mercenaires. Donc non, c'est tout à fait ce qu'il dit. Donc, tu comprends, Eric, que Assimi Goïta est dans un plan commun dont lui seul a l'issue, les tenants et les aboutissants. Ça ne se passe pas comme ça dans aucun pays au monde. Isabelle pourra peut-être réagir dessus? Oui, alors déjà pour ne citer en fait que ceux qui sont recherchés aujourd'hui, donc il y a Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre du Mali, ou encore le fils d'Ibeka, l'ancien président du Mali également. Alors il faut aussi s'assurer que leur sécurité sera maintenue en fait une fois qu'ils retourneraient dans leur pays. Donc moi je suis en phase avec ce que Daouda disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr de ça, tel que c'est exigé qu'ils rentrent pour être jugés? Bon, alors pour être jugé, et puis aussi il faut savoir aussi quelles sont les raisons, pourquoi est-ce qu'ils exigent en fait que ces personnes-là puissent rentrer maintenant au pays. Parce que, bon, je veux dire, il faut voir aussi le contexte dans lequel ça s'insère. Voilà. Aujourd'hui, ils sont un peu en perte de vitesse par rapport à eux-mêmes, leur population, parce qu'on parle de vie chère, on parle également de terrorisme, etc. Donc ils ont envie en fait de trouver en fait des appâts pour pouvoir se donner une bonne image en fait auprès de leur population. Donc le fait de demander à des personnalités qui sont recherchées de rentrer au pays, ça leur donne en fait plus de crédibilité face aux populations, de se dire voilà, ils prennent en main en fait la destinée du Mali et ils jugent en fait ceux qui doivent être condamnés, etc. Donc après, en venir à un chantage pour faire rentrer en fait ces personnalités-là au Mali, ça devient soldats, exactement, ça devient compliqué. C'est en ça que je dis que le Mali aujourd'hui, la junte malienne en tout cas, est un État voyou. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un État souverain digne doit se comporter vis-à-vis. S'il vous plaît. Non, juste un truc rapide. Non, un truc rapide. On lui permet. Voilà. En fait, ce qui se passe en fait avec cette histoire des Boubou Keïta et autres qui sont ici en Côte d'Ivoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a promis leur tête sur un plateau d'or en fait aux Maliens. Voilà, donc on n'est pas très sûr qu'ils rentrent en sécurité. On n'est pas très sûr de cela. Voilà. Bon, d'accord, on va rester dans les règles. On est tous d'accord que justement, leur tête, bon,
on est tous d'accord que la peine de mort doit être totale. Non, c'est un griffe. Ah, d'accord. Non, avec eux, on ne sait jamais. Non, la peine de mort n'existe pas. Non, mais c'était pour rigoler, mais plus sérieusement, vous parliez. En fait, je ne vous trouve pas très logique, Isabelle et Daouda, justement, sur la question de l'extradition de certains Maliens qui se terrent en Côte d'Ivoire pour échapper à la justice malienne. Parce que, la dernière fois, on parlait de solutions idoines pour permettre à nos soldats de regagner leur famille ici. Et vous étiez pour le boycott des artistes maliens. Donc, comment ça se fait? En fait, comment se fait-il que vous puissiez vous offusquer contre le fait de ne pas boycotter des artistes maliens? Et puis, vous êtes d'accord avec la non-extradition des personnes se trouvant ici, des Maliens se trouvant ici. Je trouve que c'est assez antinomique. Si tu es d'accord pour un boycott, tu es aussi d'accord pour qu'on puisse amasser les ressortissants maliens qui se murent en Côte d'Ivoire, qui se cachent, et on les fait retourner dans leur pays. C'est des exilés politiques, ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est des exilés politiques. Tu es en train de galvauder. Tu es en train de galvauder le débat. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre en juxtaposition un boycott et des lois au niveau international, en fait. Tous les pays ont des exilés. Il y a des exilés français qui sont quelque part, il y a des exilés américains qui sont ici. Et la loi protège ces personnes-là, en fait. Et quand on parle de loi, en fait, ce genre de débat, de comparaison ne doit pas avoir lieu, en fait. Quand on parle de boycott, j'ai le droit de boycotter. Non, le droit de boycott, ça m'engage. Dernièrement, il devait avoir un concert à Abidjan d'une certaine artiste malienne et puis d'un autre, le père de l'autre artiste malien, Toumani Touré. Diabaté, ça a été boycotté. Moi, je ne suis pas allé, ça ne m'intéressait pas. Mais quand on parle, c'est un peu... Je vais essayer d'imager pour que tu... Non, je vais imager l'histoire des exilés pour que tu comprennes. C'est un peu comme Manuela veut taper son enfant. Et son enfant fuit, l'enfant vient chez moi pour se réfugier. Et quand il vient chez moi, j'ai le devoir de protéger l'enfant. De sorte à l'envoyer chez sa mère, mais pour qu'il soit... En l'envoyant, il faut qu'il soit en sécurité, de rassurer sa mère pour qu'il soit en sécurité. Il ne faut pas comparer ce genre de choses. C'est très grave. Très grave. On parle de droits humains. C'est très grave. Attention, je distribue la parole jusqu'à présent. On parle de droits humains. Je comprends, mais le terrain... J'ai envie de réagir sur le dernier point qu'ils ont évoqué, parce que Daouda a raison quand il dit « je dois tout faire pour amener l'enfant », mais si l'enfant a mal fait aussi. Mais c'est même pas ça. Je vais revenir sur un point, en fait, d'Isabelle, que je voulais soulever et qui parlait de la tentative de diversion avec des Maliens envers le peuple, qui est juste... qui est juste par rapport à ça, mais ensuite je veux dire, sans vouloir me faire l'avocat du Mali, parce que j'ai commencé en disant que je ne comprends pas, mais j'essaye juste d'analyser la situation non point d'un vue, voilà, je vais y arriver. Non pas d'un point de vue ivoirien, mais en étant neutre comme ça. Et je me dis, même si quand on se pose comme ça, j'avance encore une autre raison pour le Mali, qui peut se sentir menacé. C'est légitime que le Mali se sente aussi menacé. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler plus par la Côte d'Ivoire que par les djihadistes. Plus et par la France aussi. N'oubliez pas. Voilà, j'ai dit dans mon premier point par la France, mais il faut aussi préciser que par exemple, en dehors de ces hauts dignitaires là qui sont là et contre qui des mandats d'arrêt ont été émis. Pour la plupart, c'est-à-dire c'est pas avec le gouvernement de transition qui était là, ils ont été émis avant. Il ne faut pas prendre les Maliens pour des dupes. Ils savent très bien qu'il y a la question du terrorisme. Ils savent très bien aussi qu'on essaye de les détourner avec le conflit avec les Français, les départs, machin, ce genre-là. Et d'ailleurs, ils s'expriment sur les forums. Quand on regarde les jeunes, ils ont commencé justement à voir que Goïta n'a pas tenu parole. Daouda parlait tout à l'heure d'envoyer la tête d'Ibeka sur un plateau. Et là, on a le Mali. Il y a quand même eu un sursaut dans la population malienne qui est en train de se dire, voilà, nous, Goïta nous a promis ça. Et qu'est-ce qu'on a depuis qu'ils sont là depuis 2020 ? Sanctions économiques, vie chère et tout le reste qu'on a énuméré. Donc tu peux convenir aisément avec moi que techniquement, comme étant donné que Goïta a promis monts et merveilles aux Maliens, finalement, il n'arrive pas il est incapable vis-à-vis des djihadistes. Chaque 2 jours, il y a des attaques djihadistes qui sont perpétrées au Mali. La vie est devenue très chère. Il n'arrive pas à envoyer la tête de Boubou et des autres. Finalement, en fait, son seul coin pour se recueillir, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, les 49 soldats. Je pense et donc, attention, Kevin ne semble pas très d'accord. Si je peux te répondre, on est dans un discours populiste. Non, on est dans un discours, mais il faut que tu me laisses me répondre. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Il faut que tu me laisses te répondre. On est dans un discours populiste et un souverainisme frélaté, en fait, qui est dépassé. Parlez pas tous ensemble, Manuela. Voilà, ce que j'essaye de te dire pour te répondre, c'est parce qu'on disait la même chose, en fait. Donc je te dis que je suis d'accord. Je ne te dis pas que Goïta fait ça, je dis juste à Isabelle que les Maliens ne sont pas dupes. Il y a un sursaut et eux-mêmes sont en train de se dire ça. Que peut-être c'est de la distraction qu'il essaye de faire, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc je suis d'accord par rapport à ça.
Moi, en fait, je suis Merci contre le fait beaucoup. qu'on ne parle de la Alors, France, en fait. j'ai entendu Kevin Aubin, s'il vous plaît, je prends la parole. Je me tais, désolé. S'il vous plaît, focus on me quand je parle, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Kevin Aubin nous a fait la transition pour parler de ces relations culturelles et sociales entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tu soutenais à l'instant qu'au dernier débat concernant ce même sujet, Isabelle et Daouda étaient pour le boycott. Et tu ne comprends pas pourquoi maintenant ils sont contre le rapatriement des autres. Mais alors, les répercussions sociales et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont en train d'être touchées. Oui, mais les répercussions sociales, c'est simple. On va s'auto-pointer du doigt, on va s'auto-indexer. Je parle des Maliens et des Ivoiriens. Il va y avoir une rivalité exacerbée entre Ivoiriens et Maliens. Et puis la quiétude de tout un chacun va s'éroder. Je veux dire, des Ivoiriens qui vivent au Mali ou des Maliens qui vivent ici ne seront plus à leur aise comme ça a été le cas auparavant. Donc voilà, c'est pour ça en fait que moi je voudrais qu'on raisonne. Enfin, faudrait raison garder, il ne faudrait pas non plus justement parler de boycott. Après moi, franchement, c'est une situation inédite. On a 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Moi, je n'ai pas envie de faire la genèse de l'histoire politique ou sociale malienne. Je la comprends. Je pense que je suis aussi intelligent que toi pour comprendre les choses, de un. Et de deux, j'ai envie justement de m'atteler à trouver une solution pour que nos soldats rentrent. Donc, en fait, porter des jugements sur M. Goïta, franchement, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est de trouver une solution très adaptée pour que nos soldats rentrent au pays. Maintenant, et la solution n'est pas de boycotter les artistes maliens, c'est ça. De un, moi franchement, je suis vraiment pour le dialogue diplomatique. Et c'est pour ça en fait que je disais que le fait qu'ils aient écroué nos soldats, je ne comprends pas. Parce que la CEDEAO a levé les sanctions commerciales et financières qui pesaient sur le Mali, même que le président sénégalais a été reçu aujourd'hui en tout bien tout honneur par M. Goïta. J'ai vu une image assez conviviale entre les deux. Donc, je ne comprends pas comment on puisse justement renouer, je parle du Mali, comment on puisse renouer avec la CEDEAO et en même temps se créer des problèmes avec un pays membre en emprisonnant ses soldats. Donc je trouve que c'est assez antinomique. D'accord. Bon, voilà. Et pas n'importe quel pays membre, mais très rapidement, Eric. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, Isabelle, s'il vous plaît. Au niveau du boycott, en fait, là, c'est au niveau de la société civile, tout simplement, parce que la société civile a envie de faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'elle va s'atteler, en fait, à faire le boycott actif. Mais ça ne veut pas dire que c'est la solution idoine pour régler, en fait, la problématique actuelle. Elle doit se jouer au niveau diplomatique et au niveau politique. La preuve, aujourd'hui, on a un intermédiaire qui est officiel, qui est donc le Togo avec Faure Gnassingbé et Yadema. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres pays qui sont des intermédiaires dans cette crise-là. Et je peux même te dire qu'actuellement, le président Macky Sall est au Mali dans le cadre donc, de la négociation de cette situation. Voilà. Donc, en fait, si je peux me permettre, la crise est tellement exacerbée parce que quand tu parles en fait, de façon juste superficielle, en fait. C'est toi qui juges que je parle de façon superficielle. Sinon, je ne parle pas de façon superficielle. Je juge, je l'assume. Bon, j'assume mon jugement. En fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une crise entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État malien. On a essayé de t'expliquer, te faire comprendre que l'État malien a promis des choses à ses ressortissants. Et ces promesses, elles n'arrivent pas à les tenir. Et comme elles n'arrivent pas à les tenir les djihadistes en échec, ils ne peuvent pas. Faire revenir les exilés, ils ne peuvent pas. Régulariser, c'est-à-dire que soutenir le pouvoir d'achat des Maliens, ils n'y arrivent pas. Donc les Maliens sont en train de grogner. Même Manuela qui est à côté de toi a essayé de te l'expliquer. Non. Je termine. Je termine rapidement quand même. Voilà, je termine. En 30 secondes encore. Donc on a essayé de... En 30 secondes encore. Il va pas me dire, non. Il va pas me dire, même Manuela qui est à côté de toi a essayé de t'expliquer. Je ne suis pas con. Manuela serait même devant moi ou sur moi, j'aurais compris. Et tout ce que vous avez énuméré là. Mais c'est vrai, parce que ce n'est pas un argument de dire même Manuela qui est à côté de toi. Il faut élever un peu le débat. On peut parler. Et tant bien même... Mais finalement, j'ai été coupé. Mais parce que quand je parle, on m'empêche de parler. C'est moi qui gère. Mais parce que ton argumentaire est galvaudé par tes pics autour. Tu vois ce que je veux dire? Même Manuela qui est à côté de... Ce que vous m'avez expliqué, je le comprends. Oui. Et mon argumentaire n'a pas été superficiel. Après, si tu n'es pas vraiment vif pour comprendre ce que je dis, ce n'est pas de mon ressort. Faut pas mais voilà. Non, ce n'est pas de l'agression. Voilà. Faut pas qu'on s'agresse entre vous. Attention, je voudrais qu'on emmène les téléspectateurs à comprendre cette situation que vit la Côte d'Ivoire avec le Mali. Voilà.
on n'en sait pas grand-chose pour ce qui concerne la situation actuelle. Depuis le mandat, la mise sous mandat de dépôt de nos 49 soldats, se sentent-ils bien? Est-ce qu'on les a enfermés? Il faut qu'on ait beaucoup plus d'informations. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire va s'atteler, qui pour l'instant est silencieux, depuis l'annonce, cette dernière annonce. Donc on espère en savoir un peu plus pour ce qui concerne l'état de situation de ces soldats. Mais je voudrais qu'on se parle avec... on a tous un même objectif, avec beaucoup de courtoisie quand même sur ce plateau. Okay. Merci beaucoup, Eric. En fait, et comme je te disais tout à l'heure, on essaie de t'expliquer qu'en fait, la crise est tellement profonde, elle va plus loin que ce que tu penses voir. Parce que dès longtemps, moi, je n'avais pas l'information, mais Isabelle te disait, on a un ancien rebelle en Côte d'Ivoire ici, qui est aujourd'hui, selon Isabelle, conseiller d'Assimi Goïta. Et tout à l'heure, j'ai même lu une des vidéos de Franklin Nyamsi, qui est l'un des conseillers en communication de Guillaume Soro, qui est en train d'envenimer la crise pour dire même qu'on a dépassé même le cadre même du règlement diplomatique. On est en train de partir vers un règlement politique de cette crise en fait. Donc les boycotts et autres, il ne faut pas les comparer à ce genre de situation parce que la société civile, les Ivoiriens ont le droit de dire vous ne pouvez pas emprisonner 49 de nos frères et venir chanter avec nous. Ils ont le droit de dire cela. Très bien. Pour dire très rapidement et finir en deux phrases sur ce que Daouda disait, et même sur la nature de leur échange, j'allais dire sincèrement, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais il faut juste s'élever un petit peu et surtout essayer d'avoir une lecture neutre. Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire depuis tout à l'heure... Non, je n'ai pas dit Daouda n'a pas une lecture neutre. J'ai dit il faut juste essayer d'avoir une lecture neutre. Tu comprends? Même si on n'est pas d'accord avec le Mali, moi j'ai commencé par là en disant je ne suis pas d'accord avec le Mali, mais quand je me pose, je me réfléchis, qu'est-ce qui peut bien pousser le Mali à faire ça? J'ai avancé deux raisons. Tu comprends? Je dis pas que... Je dis essayons d'avoir une lecture neutre. Et là où le point, quand on parle de diplomatique, c'est qu'il y a un échec. Il faut le reconnaître en tout cas dans ce conflit, dans la gestion de ce conflit. Il y a un échec de nos deux nations, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Il y a un échec parce que ce conflit qui était à la base un conflit diplomatique, qui est devenu politique ensuite, s'est retrouvé dans la sphère civile. On a eu l'intervention de religieux, on a eu l'intervention de civils. C'est aussi notre rôle parce que nous sommes tous citoyens. Mais moi, je considère cela un petit peu quelque part comme un échec finalement. Alors les rondes se poursuivent. C'est pas dit qu'il n'y aura pas une sortie en paix de la crise, mais je me dis juste que l'urgence, quand il y a un conflit, est-ce que c'est de se fâcher davantage ou bien d'essayer de comprendre et de tout retourner le prisme dans tous les sens pour se dire, voilà, on va essayer de comprendre l'autre et de sortir de ça dans la paix. J'aime bien ces paroles. Pourquoi? Je sais pas. J'aime bien ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, selon une dernière étude menée en 2018, il y a quand même 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il pour les ressortissants ivoiriens au Mali? Il est important de penser aux populations dans vos tractations politiques et diplomatiques. Trouver rapidement une solution pour que les artistes maliens fassent leur concert ici et que les artistes ivoiriens fassent leur concert au Mali. C'est tout ce que nous on veut. On y va à la pub, on se retrouve juste derrière. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, le talk des vacances, Canal 6, TNT 206, des bouquets de Canal+, vous faites bien de nous regarder. On est content de vous savoir aussi nombreux. Continuez à partager le direct de l'émission sur les réseaux sociaux. Vous avez une surprise à la fin de cette émission. Il y a certains qu'on va tirer donc, pour leur faire une petite dédicace, petit coucou dans cette émission. Il va en être ainsi jusqu'à la fin de cette campagne de vacances avec le talk des vacances. On ouvre cette seconde partie de notre émission avec cette belle image qui fait l'actu du jour, qui fait l'image du jour, pardon. Cette image du Premier ministre Patrick Hachi avec notre nouvelle championne du monde cadet de taekwondo Osin Kimi, Lorraine, âgée seulement de 14 ans. Je voudrais qu'on l'applaudisse sur ce plateau, s'il vous plaît. Donc c'est une fierté nationale, Lorraine. Belle image, donc, qui passe sa médaille au Premier ministre Patrick Hachi, qui est dans cette belle mouvance d'encourager la jeunesse dans ses activités, aussi différentes les unes des autres. Mais c'est toujours bien. Que vous inspire cette image? Bah, écoutez, l'image est assez mignonne. Le Premier ministre, il a une expression faciale assez poupine, enfantine. Très bien. Bah oui, l'atmosphère est chouette. Mais c'est d'autant plus marquant qu'elle n'a pas été reçue par le ministre des Sports, mais plutôt par le chef de l'exécutif qui est le Premier ministre. Donc c'est beaucoup plus marquant, il aurait pu être reçu par le ministre des Sports, mais le Premier ministre a décidé de l'accueillir lui-même. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ouais. Même si tu as un chapeau sur ta tête avec beaucoup de cheveux. Laisse le petit chaperon rouge ce soir, c'est lui le petit chaperon rouge. Le chaperon melon rouge. Le petit chaperon rouge. Alors, Isabelle. Écoute,
C'est une rencontre à saluer parce que depuis plusieurs années maintenant, avec le président Alassane Ouattara, on fait la promotion donc, de l'excellence, la promotion donc, de la jeunesse. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment salutaire de pouvoir la recevoir parce qu'en plus, ça brise en fait l'image du Premier ministre de quelqu'un d'austère, etc. Donc, moi, c'est à saluer et encore bravo. Voilà, j'espère qu'en tout cas, elle ne sera ni la première ni la dernière. C'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé de Arthur Gueye-Cissé. Ce serait bien aussi qu'il soit reçu parce qu'il a quand même remporté une médaille d'or au niveau international en Turquie. Est-ce que Isabelle est entrée dans l'équipe de communication d'Arthur Gueye? On ne sait pas. On n'en sait rien du tout. Non, en tout cas, pour moi, je dis juste que c'est à saluer. L'image, en fait, est très jolie et je pense que, comme il le disait, tu as l'impression, pour moi, quand je regarde, je vois l'image d'un père face à sa fille qui est tout heureux, fier. Et je pense que pour enchérir sur ce qu'Isabelle disait, en fait, l'État ivoirien en fait, a décidé de célébrer nos champions au niveau national. C'est très bien. C'est vrai, le ministre devait les recevoir, mais c'est encore plus beau quand celui qui est au-dessus de ton ministre te reçoit. Je n'ai pas dit que le ministre des Sports devait la recevoir. J'ai dit c'est d'autant plus marquant que c'est le chef de l'exécutif. Toi et moi, il faut que toujours on fasse quelque chose. Il n'était pas là-bas aussi pendant. Est-ce qu'on peut permettre à Manuela de donner son avis, s'il vous plaît? Manuela, vas-y. Si on veut le laisser, on va faire un petit clash. Non, mais de toute façon, le principal a déjà été dit. Et comme Kevin le soulignait, oui, c'est d'autant plus marquant. Elle est accueillie par Patrick Hachi parce que championne du monde cadet de taekwondo. C'est pour ça, ça a tout son sens. C'est une très, très belle image. Moi, j'ai envie juste de dire cheers à Lorraine et puis à tous nos autres futurs champions. Très bien. Ça encourage. Il n'y a pas que les footballeurs, qui ne nous ont pas envoyés en Coupe du Monde. C'est pas grave. On vous guette d'un petit œil, mais bon, c'est pas grave. On espère que la prochaine Coupe d'Afrique, vous allez la laisser. On va la garder ici, Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, dans notre question sans filtre, on va y aller tout de suite, sans filtre du jour, il est question de l'ajout du nom de la mère sur l'état civil des enfants. Quelle est la réalité sur le terrain? On va en parler dans la question sans filtre. Et Isabelle va nous rappeler donc, ce projet de loi adopté en la matière depuis 2019. Oui, tout à fait, Eric. Alors, que dit la loi? Coucou, Mélissa DJ. Alors, le gouvernement ivoirien a adopté un mercredi à Katiola un projet de loi autorisant donc désormais la mère à faire adjoindre donc son nom à celui du père, de sorte à ce que l'enfant issu bien de la filiation légitime que de la filiation naturelle puisse porter un nom double. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que la loi vient solutionner une problématique de société. Avant, quand la loi n'était pas encore passée, on donnait à chaque fois le nom soit du grand-père ou d'un frère ou d'un ami en fait, à l'enfant quand il n'avait pas de père en réalité. Donc, le nom de jeune fille de la mère. Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, avec la loi qui a été donc, votée au niveau de l'Assemblée nationale en 2020, ceci est possible aujourd'hui, c'est-à-dire que la mère peut donner son nom à son enfant. Ou alors, quand il y a un mariage, la mère peut demander à ce que son enfant puisse porter son nom plus celui du père. Par exemple, si moi, mon père s'appelle Vovor et que ma mère s'appelle Mereb, donc je m'appellerai Mereb Vovor, par exemple. Isabelle. Mereb. Mereb Vovor, Isabelle. Mereb, oui. Mereb. C'est Mereb non dit. Mais Isabelle l'a forcé parce qu'il faut un prénom. Oui, là, elle parle de nom de famille, tu dis forcer Isabelle. Oui, mais il faut mettre Isabelle dessus quand même. Bon, là n'est pas la question sans filtre. Bon, on a compris. OK? Vous connaissez la question sans filtre. D'accord. Alors, ce projet de loi, je veux dire, est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'on le constate sur le terrain aujourd'hui? Alors sur le terrain, moi j'allais dire déjà juste pour rebondir, je vais répondre à ta question Eric bien sûr, mais juste pour rebondir sur ce que disait Isabelle. Oui, je sais, mais c'est parce qu'elle dit des trucs super intéressants et la plupart du temps j'ai des infos qui vont dans ce sens-là. Alors c'est le hasard des choses, mais c'est juste et il faut le souligner. Cette loi-là, ce projet de loi aussi, en quoi il est intéressant? Parce que je lorgne souvent du côté de l'Occident, moi, pour vous dire, voilà, là c'est vrai que là ils ont déjà fait ci, ils ont déjà fait ça. Et là c'est plutôt chez nous que j'ai envie de lorgner et que je trouve l'initiative de ce projet de loi vraiment top. Parce que elle garantit davantage, en fait, si vous voulez, l'égalité entre filiation naturelle, filiation légitime. Et puis, elle garantit aussi, elle permet davantage d'égalité aussi entre l'homme et la femme au niveau de patronyme et matronyme. Maintenant, ce que je trouve très intéressant aussi, pourquoi je parlais de l'Occident, c'est parce que, à titre personnel, voilà, quand vous avez un enfant naturel, c'est un enfant que vous avez en mariage. Moi, ça a été le cas avec ma première fille. Quand vous n'avez pas cette possibilité-là, en fait, en réalité, eh ben, c'est comme si vous vous retrouvez seul tributaire et c'est compliqué avec votre enfant. C'est-à-dire que si vous devez sortir du territoire pour aller en vacances à l'étranger, c'est vachement handicapant, en fait. Quand le père n'est pas forcément là et que la maman, ensuite, n'a pas cette possibilité-là d'apposer, d'adjoindre, d'ajouter son nom
à celui du papa, parce qu'il n'est pas question de retrait du nom du papa, il est juste question d'ajouter. Donc pour les mamans célibataires, je pense que la loi ivoirienne, en ce sens-là, a pensé aux mamans célibataires qui ne sont pas forcément mariées, ou alors aux mamans qui sont, on peut être marié et refaire sa vie, qui ont des enfants naturels reconnus par les papas, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, pour répondre à ta question, tu disais, est-ce que c'est répandu ici? J'allais dire, je pense que dans la norme, bon, on est une société patriarcale, hein, et même quand on regarde avec l'Europe, je veux dire, c'est une loi qui a été prise en 2005, et même au jour d'aujourd'hui, malgré cette loi, on a 8 enfants sur 10 en Europe, 95% qui portent encore le nom de leur père, même s'ils sont autorisés à avoir le nom de leur mère. D'accord. Daouda, est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres raisons? Il y a d'autres raisons? Oui, effectivement, il y a toujours d'autres raisons. Quand on vote une loi, déjà, il faut dire que quand la loi dont Isabelle parlait tout à l'heure, il y a la lettre de la loi et puis il y a l'esprit de la loi. D'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? La lettre, je pense que c'est ce qu'elle vient de citer tout à l'heure, mais dans l'esprit de la loi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, l'État ivoirien a compris l'histoire comment. C'est quel problème ils veulent solutionner. Il peut arriver que Kevin ait une seule fille et sa fille, c'est la seule fille qu'il a. Et elle porte juste son nom. Mais quand elle se marie, elle va porter le nom de son mari. D'accord. Et généralement, quand elle a un enfant, le fait que c'est le nom de son mari qu'elle va porter, la généalogie de Kevin risque de disparaître parce qu'il a eu une seule fille. Donc, pour solutionner ce problème, en fait, on a décidé en fait, que l'enfant, la mère puisse mettre son nom sur l'enfant, de sorte, même si Débin, c'est une seule fille que la personne a eue. L'exemple de Kevin que tu prends me fait me perdre, en fait. Pourquoi? Il se marie, il a fait un seul enfant. Tu disais, je prends, ils laissent Kevin aussi un peu. En fait, je sais pas. J'ai l'impression que quand j'ai dit Kevin comme ça, c'est-à-dire que le studio commence à trembler. Ne tremblez pas. J'aime beaucoup Kevin. Kevin. Moi aussi. Je t'adore. Voilà. Donc, pour dire que c'est l'esprit de la loi qui est là. Et sincèrement, c'est une loi, en fait, que moi, franchement, j'adore. Parce que, je le dis, j'ai une histoire personnelle avec cette loi. Avant, je n'ai pas bénéficié. Attention, tout le monde regarde. Voilà, j'aurais voulu en bénéficier. Mais bon, si aujourd'hui, ça peut aider d'autres jeunes, d'autres personnes, sincèrement, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça permet, en fait, le fait qu'ils ont voté cette loi, ça permet en fait à beaucoup d'enfants d'avoir accès à certains droits qu'ils n'avaient pas avant. D'accord. Voilà. Oui, non, et puis j'allais dire... Il va parler, forcément. J'allais dire ensuite, voilà, je sais que dans l'esprit de beaucoup aussi, il y a des gens qui se disent que, si demain la maman peut apposer le matronyme au patronyme, il y a une sorte de perte de virilité pour certains. En fait, pas du tout. Si ça peut vous rassurer, j'allais dire, autorisation ne vaut pas obligation. Voilà, c'est pas retrait du nom. Si votre femme vient vous dire demain, j'ai envie d'ajouter le nom des enfants, comprenez que ça peut être, voilà, il peut survenir plein de choses dans la vie, en fait, des séparations, des choses comme ça. Si elle veut pouvoir se déplacer avec les enfants, le fait qu'il y ait son nom, on ne remettra pas en cause sa maternité. Parce que c'est ce qui arrive systématiquement aussi du côté des femmes quand elles ne sont pas mariées. Dans le cas du mariage, c'est régi. Et là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais généralement, ça pose problème dans ce cas-là. Donc, ne voyez pas de la concurrence ou bien madame veut dire que non. C'est juste que parfois, ça peut simplifier mais tu sais, certaines ma chérie, choses. nous sommes dans une société patriarcale. Et là, je m'adresse à Kevin. Est-ce que vous pensez que ça va passer, ça va se digérer facilement, ça va passer facilement? Non, pas du tout. Mais au risque de paraphraser tout le monde, moi, je trouve en fait que cette loi est très bien. Elle est bienvenue. Je trouve même que la justice a été rétablie enfin. Seigneur, ils sont tous d'accord ce soir. Oui, non, mais parce que sérieusement, on est très d'accord. Ouais, oui, ils sont tous d'accord, mais vous êtes vraiment trop d'accord. Tu voulais qu'on soit fâchés? En fait, c'est mieux quand on est fâché. Surtout toi. Un enfant, c'est le résultat d'une copulation entre un homme et une femme. Mais c'est vrai. Notez le mot. Arrêtez de copuler, tout le monde connaît ça. Tu as dit quel mot là, pardon? Copulation. Ah, ok, on va chercher ça. C'est la résultante d'une copulation entre l'homme et la femme. Et moi, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi, depuis lors, on porte que le nom du papa. Moi, je n'ai jamais compris. Cette initiative-là va aider à anéantir le système patriarcal imbibé et répandu dans notre société. Si je participais au débat, j'aurais été peut-être le seul à ne pas être d'accord sur ce sujet-là. Un enfant, tu sais, même quand j'entends de parler, vous... C'est ça, c'est ce que je disais. Vous êtes tu vois, la vérité, il n'y a pas à se sentir... Je suis en train de parler. Oh, sorry. Je vous passe la parole, mais à tout bout de champ. Mais comment je parle? Vous m'empêchez de parler. Si j'avais été de votre débat, si j'avais mon avis à donner, j'aurais dit, moi je ne suis pas d'accord avec cette loi. Nous sommes une société africaine dans laquelle il y a, je veux dire, des principes
Ok, société, mais je veux dire à 80% patriarcale. Ok, que l'enfant porte le nom de son père, ça n'enlève pas la présence de sa mère dans sa vie. Ça va compliquer les choses. Mais pour te répondre, Eric, j'allais dire que l'enfant porte le nom de sa mère aussi, ça t'enlève rien. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas se sentir menacé dans sa virilité. C'est ce que je disais. Ah non, il n'y a aucune menace sur la virilité. Non, elle reste. Il faut même se dire, en fait, c'est pas le retrait du nom. Toi, ton nom restera, en fait. Mais si ça facilite maman, parce qu'elle a besoin de voyager avec les enfants, et qu'à ton nom de famille, on vient juste rajouter. Est-ce que vous avez eu des exemples dans ce monde? Après, dites-moi, s'il vous plaît, où, lors d'un voyage, d'une certaine situation... moi, je l'ai dit, j'ai commencé par mon exemple personnel. Moi, j'ai été empêchée plusieurs fois quand je voyageais en Côte d'Ivoire, parce que j'ai un premier enfant qui est d'une précédente union, mais qui n'a pas été civile, légale, qui était une union traditionnelle. Et cet enfant-là, malheureusement, je ne pouvais pas sortir avec, j'étais empêchée. Elle porte le nom de son papa. Et sur son extrait de naissance, il n'y a pas ton nom? Il y a mon nom. Sur un extrait de naissance, les noms des deux parents circule, d'accord? Mais ensuite, je pense que l'enfant voyage avec ce qu'on appelle un passeport. Et sur le nom du passeport, même s'il y a les deux noms des parents, la procédure, quand vous sortez d'un territoire avec un enfant, c'est qu'on vous demande, est-ce que le père, on ne demandera jamais au papa, mais on demandera systématiquement avec la maman, vous emmenez l'enfant hors du territoire. On voit que le nom est différent du vote, machin, etc. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre enfant? Là, vous montrez l'extrait de naissance. Autorisation parentale. Autorisation de sortie donc du territoire. Alors que si le papa, par exemple, moi, c'est dans mon cas ce qui a aidé ensuite... Ça coûte rien que de présenter l'autorisation parentale. Non, ça, en tout cas, c'est pas en Côte d'Ivoire. Non, ça existe en Côte d'Ivoire ici, quand un enfant doit voyager, avec la mère, on demande l'autorisation parentale. Voilà. C'est fait à la mairie. Voilà. Et moi, j'ai été embêtée. Pourquoi? Parce qu'elle avait que le nom de son papa. Alors que si elle avait le nom de son papa, que j'avais mis un trait d'union avec mon nom de famille à la fin, et ben toutes ces fois où je venais en Côte d'Ivoire, on serait passé sans souci. C'est juste ça. Non, je pense que c'est la petite paresse quand même d'aller faire l'autorisation parentale à la mairie qui fait, sinon il faut adjoindre au passeport l'autorisation parentale. Kevin, et puis excusez-moi, mais franchement, les choses faudrait... Oui, mais les choses, il faut qu'on se les dise. Il faudrait qu'on se dise les choses. Il y a des noms de famille. Je suis dans le débat ce soir. Non, franchement, tu es impliqué. Mais c'est pas de la paresse. Parce que je l'avais, moi, ma nièce. Non, mais plus sérieusement, il y a des noms de famille qui sont d'une inélégance affligeante. Donc, inélégance affligeante. Donc, si, par exemple, le nom de famille de ma mère est beaucoup plus flatteur en termes d'élégance ou de jolibilité, je préfère celui de ma mère à celui de mon père. Donc, c'est avantageux pour moi d'avoir les deux. Dis les deux, on va voir. Hein? Dis les deux, on va voir. Moi, franchement, moi, si t'as les deux. Non, en fait, il veut juste dire, si par exemple ton père s'appelle Ducon et que ta mère s'appelle... Exactement. je sais pas, Kwame, c'est mieux d'avoir un Kwame que de s'appeler Isabelle Ducon. Je préfère m'appeler Kwame que Ducon, par exemple. Mais moi, dans mon cas, mon nom de famille... Ducon, Aubin. Non, mais justement, Aubin, c'est mon nom de famille. Ah d'accord, donc Aubin Ducon. Ma mère connaît mon père Aubin. Donc, quitte à choisir, j'aurais choisi le Aubin parce que c'est beaucoup plus élégant pour moi. Aubin, de toute façon, tout le monde pense que Aubin, c'est ton prénom, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai toujours Pourtant, pensé. c'est O-B-I-N, pas A-U-B-I-N. Donc, arrêtez de m'appeler Aubin dans la rue. C'est Kevin. C'est Kevin. Merci. Kevin le chaperon rouge. Tu sais, Eric, il faut qu'on arrête aussi avec cette mentalité-là de se sentir émasculé quand on ne donne pas, comment dirais-je, quand on ne rajoute pas en fait le nom de la mère ou quand on enlève le nom de la mère. Je veux dire, à un moment donné, ça doit passer crème, quoi. Ça n'a rien à voir avec... En tout cas, moi, pour mon cas, là, ça n'a rien à voir avec émasculé. Je suis africain, ok. Je respecte certaines normes. Hein. Je sais que quelqu'un est fâché avec moi dans mon oreille, mais c'est pas grave. Je dis je suis africain. Je respecte les normes africaines, hein, société patriarcale, où le père donne son nom à son fils. On n'a pas dit de jeter pour la maman. Il y a extrait de naissance, c'est dessus. Passeport, c'est dessus. Ok. Mais bon, il y a une loi qui a été votée. On va parler contre la loi, n'est-ce pas? Chers amis, là où je vous rejoins, il faut respecter les lois, la loi de son pays, de sa nation, donc il faut respecter cette loi-là. Daouda, tu es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord. En fait, moi, comme tu ne m'avais pas encore donné la parole, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a une certaine hypocrisie aussi, en fait. La loi a été votée, mais je pense qu'on peut compter sur le bout des doigts de... Les gens qui sont au courant? Non, pas les gens qui sont au courant. Les gens sont au courant. Non? Mais combien de femmes même appliquent, en fait, cette loi-là? Parce qu'en fait, il faut dire que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas juste d'Afrique de l'Ouest, elle est un des pays qui vraiment est très à cheval sur les questions de droits de la femme, égalité des gens, tout et tout. Donc, il y a beaucoup de lois qui protègent la femme, mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que les lois ne sont pas appliquées. Est-ce que c'est pas parce que, je veux dire, la femme, elle aimerait bien, mais bon, il y a des hommes comme moi qui certainement ne voudront pas. Non, le problème n'est pas de ils ne voudront pas ou... Une loi, elle est faite en fait. Quand on dit qu'il y a une loi qui existe, il faut d'abord exercer ton droit en fait.
D'accord. Si tu n'exerces pas ton droit, on ne peut pas savoir si ça sera exécuté ou pas. De toute façon, peut-être qu'elles sont d'avis avec moi que la société reste patriarcale, donc c'est pas justement, grave. Non, justement, en fait, tu oublies en fait ce que j'ai dit dès l'entame. Lorsque je te disais qu'il faut prendre en compte qu'on appelle l'esprit de la loi. Très bien. J'ai donné un exemple, même si tu as pris pour rigoler, mais un homme ou une femme, un homme qui fait un enfant, et le seul enfant qu'il a, c'est une fille. Oui, d'accord. Il décède. Moi, je n'ai pas rigolé avec. Non, je sais, mais je veux dire, on en a rigolé avec Kevin, quand j'ai pris l'exemple de Kevin. Mais il décède. Mais la généalogie s'arrête au niveau de sa fille, c'est fini. Or, il faut solutionner ce problème-là, en fait. Et c'est peut-être raison que quand les dames disent non, il ne faut pas se sentir émasculé et autres et tout, ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je n'ai rien contre, mais je dis juste que dans notre société ivoirienne, il y a un peu d'hypocrisie dans la mesure où les femmes même, souvent même, elles n'y pensent même pas. Elles n'y pensent pas du tout, en fait. Or, la loi existe véritablement. Est-ce qu'on communique assez sur cette loi? Non, voilà, si c'est communiqué, là, c'est communiqué. C'est communiqué? J'allais dire non, moi je pense qu'il n'y a pas... Ça fait gros débat. D'abord, ça fait gros débat sur la toile. Ça fait gros débat à la télévision nationale. Ça fait gros débat dans la presse. Franchement, même l'article 58 nouveau du Code du mariage qui faisait des deux époux conjointement chefs de famille. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les mariages, on donne le carnet aux deux. Quand ils prennent, la femme prend un mètre dans la mètre de l'homme. Finalement, c'est pour me rejoindre. Okay. Oui, non. Donc je disais, Eric, tu sais, j'allais dire, cette loi-là, en fait, on parle de droit, mais pour connaître ces droits, la communication, elle a été faite autour de la loi. Sincèrement, de ce côté-là, moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. La communication a été faite autour de cette loi. Maintenant, est-ce que la majorité des Ivoiriennes, il faut le dire aussi, n'ont pas une grande connaissance de leurs droits aussi. Il y a une part de la population qu'il ne faut pas négliger. Et il faut savoir que cette population-là, elle n'est même pas informée de ça. Elle n'a même pas connaissance de ses droits, en fait. C'est ce que je disais. Et une fois... Il faut communiquer largement. Voilà. Non, mais le gouvernement l'a fait. À partir du moment où... je pense que cette loi, sincèrement, ça s'est vu partout, c'est sorti, machin. Donc, au niveau de la communication, elle a été faite. Maintenant, la communication, elle n'est pas unilatérale, parce que sinon, ça s'appelle un monologue. Ça veut dire qu'en face, il y a des gens qui doivent aussi chercher à s'informer, qui doivent aussi... Donc, je dis, comme on a une bonne tranche de femmes aussi qui ne connaissent pas leurs droits, c'est la réalité ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'elles se renseignent davantage. Et ensuite, je répète ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire autorisation ne vaut pas obligation. Alors, je comprends quand Daoud parle d'hypocrisie, machin, dans le sens où c'est pas utilisé, je le comprends, mais moi, je dirais juste en fait que c'est juste donner la possibilité, c'est pas forcément une hypocrisie. Demain, si on te dit tu as le choix entre le thé ou le café, on n'est pas en train de te dire que le café c'est mauvais ou le thé c'est pas bon. On te dit voilà, c'est là, tu peux choisir entre les deux, avec ou sans sucre. C'est tout. Moi, je voulais juste dire, moi, je suis persuadée qu'il y a des femmes qui connaissent cette loi-là. Mais en fait, le truc, c'est que quand une habitude est transfusée dans les mœurs depuis fort longtemps, elles se disent, en fait, moi, j'ai pas envie de déroger à la règle nationale ou la règle commune. J'ai pas envie que mon enfant porte mon nom de famille. Peut-être que le petit sera décontenancé quand il sera à l'école parce qu'il aura et mon nom et celui de son père, contrairement à ses amis. Et j'ai pas envie de cela pour mon enfant. Donc, il y a des femmes vraiment, véritablement, qui pensent et qui réfléchissent comme ça. Et pour aller plus loin dans ce qu'il dit, on a souvent l'impression qu'il n'y a aucune communication qui est faite. En fait, dans les textes de loi, même si souvent les gens estiment que je parle trop de la loi dit, même quand tu ne connais pas la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc en réalité, quand on dit une nouvelle loi a été votée, il faut courir, il faut chercher à comprendre. En fait, on n'a pas toujours... Les gens n'ont pas trop le temps. Bah, c'est tout ça. La loi, mais justement, il faut classifier ce qui intéresse. Je termine, si vous permettez. La vie est chère, c'est vrai, c'est vrai. Tu as faim, mais malgré ta faim, si l'État veut te frapper, si tu commets une infraction, que tu ne connais pas la loi va te frapper. La loi va te frapper. Oh, je rigole, merci à tous, évidemment. Très chers amis. Sans filtre, ça a été intéressant. Donc, cette question qui intéresse tous les Ivoiriens. OK, on va se marquer une petite pause parce que dans un instant, on va faire la rubrique coup de cœur, coup de gueule. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances avec nos chers chroniqueurs Daouda Coulibaly, Isabelle Vauvor, Kevin Aubin et Manuela Pokosi Coulibaly. Et c'est Daouda ou Kevin qui a un coup de cœur d'abord. Un coup de gueule. Un coup de gueule. Ouais. Super. J'ai un coup de gueule. J'ai été décontenancé, estomaqué par l'attitude de Debordo Linkoumfa sur scène récemment. Regardez. Celui que Dieu a vanté, si tu es garçon, si tu es
jeunes garçons. Aucun conseil, quoi. Si un Malien garçon, il n'a qu'à faire comme ça. Voilà donc des Bordeaux qui menacent un peu les Maliens. Une attitude qui a heurté Aimé Zébié, grand promoteur de spectacles ivoirien, très connu du milieu du showbiz. Il est même monté sur scène pour raisonner l'artiste, mais les choses ont un peu capoté. Levez pas Aimé Zébié, franchement bon. Le vieux, on coupe quoi? Tiens la Malien. Bon, on arrête quoi? On arrête quoi? Je chante quoi? Mais ça que les chanteurs, mais ça des jeux, pardon. Je te pose question. Voilà, il a même dit à la fin, Aimé Zébié, il mange avec les Maliens. C'est pour ça qu'il dit on n'a qu'à arrêter. Ce sont les phrases des Bordeaux, enfin les mots de des Bordeaux. Donc des Bordeaux pointent du doigt Aimé Zébié et l'accuse d'accointance avec les Maliens. Mais sauf que Aimé Zébié est promoteur de spectacle, il travaille avec tout le monde, pas qu'avec les Maliens. Et quand les artistes maliens viennent en Côte d'Ivoire pour se produire, c'est notre système économique ivoirien qui tourne. La location de salles de spectacle, par exemple, ne profite pas à l'économie malienne, mais plutôt à la nôtre. Comme la location de l'artillerie du spectacle, c'est-à-dire les baffes, tout ce qui est micro. Et puis nos deux pays ne sont pas en guerre. Il faudrait en fait que chacun le retienne. Ce n'est pas une guerre, on n'est pas en belligérance. Oh, le petit chaperon rouge. Et, non, mais sérieusement, c'est un problème militaro-politique. Pourquoi vouloir en fait transporter, impliquer, mêler la société civile dans cette crise diplomatique? Et puis, si les artistes veulent s'exprimer, c'est leur droit, tu vois. Un artiste, c'est un peu le miroir de la société. Mais moi, dans l'idéal, je vois des artistes maliens et ivoiriens sur scène, comment vous dire, main dans la main, qui parlent aux politiques, qui demandent à nos politiques de s'entendre et de raison garder. Voilà. Déjà même, c'est avilissant. Merci. J'aime quand on me salue comme ça. J'aime l'amour. Isabelle, je te salue. Oui, toi, je ne sais pas. Je te suis, mais rapidement, je te suis jusqu'au bout. Oh là là, c'est non, trop je termine juste. Vas-y. Je trouve en fait que c'est avilissant pour notre pays que de voir un artiste ivoirien s'effriter, s'écharper sur scène avec un promoteur ivoirien sur la question malienne. Je trouve que c'est archi avilissant pour notre pays. Et un artiste, en fait, ce n'est pas celui qui verse de l'huile sur le feu, c'est plutôt celui qui tend à rassembler. Parce que, qu'on le veuille ou pas, des Ivoiriens seront toujours friands de sonorité malienne et des Maliens seront toujours adeptes de la musique ivoirienne. Donc, en définitive, je veux dire à des Bordeaux Linkunfa que patriotisme ne coïncide pas avec va-t-en-guerrisme. Merci. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir Non, moi je veux pas Demandez-moi tu applaudis, de ne pas écouter Salif Keïta. Mais comment je vais faire pour ne pas écouter Salif Keïta? Moi j'applaudis. Mais dites-moi, Vous ne voulez pas, moi, bravo Kevin. Waouh, Kevin, bravo. La drama queen. Oui. La drama queen dans toute sa splendeur. Isabelle, réagis tout de suite. Isabelle. Oui, alors en fait, moi, ma position est assez neutre, parce que je veux dire, c'est pas la première fois que des artistes montent sur scène et qu'ils sortent en fait du cadre de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils passent en fait des messages sociopolitiques aux fans. J'en veux pour preuve, on a vu récemment à Miss Côte d'Ivoire, on avait Baby Philippe qui a décrié en fait en pleine cérémonie la vie chère, etc. Il y avait également le couple Yodé et Siro qui ont fustigé le président. Bon, les gens disent que voilà, c'est l'habitude en fait des artistes de déraper souvent. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut saluer ou décrier cela? Bon, je laisse chacun à son appréciation, mais moi, en l'occurrence, j'aimerais en tout cas que les messages qui soient passés par ces artistes-là sur scène, quand ça sort du cadre de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de leur prestation initiale, il faudrait que ce soit des messages de paix, des messages de rassemblement, des messages en tout cas qui appellent à la cohésion sociale. Tout Très bien. Vous êtes d'accord avec moi alors? D'accord. En fait, ce que j'aimerais dire, en fait, je pense que c'est... pas trop dans le sens là. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. C'est la résultante, en fait, de tout ce qui est en train de se passer. Les choses sont allées crescendo parce qu'on a vu un Sidiki Diabaté organiser des concerts à la gloire des FAMA. Les visuels sont encore là parce que quand on parle des FAMA, on parle des forces armées maliennes, en fait, la junte militaire qui est au pouvoir pour les soutenir. Il est même passé à des spectacles ici en Côte d'Ivoire où il a été invité par l'État de Côte d'Ivoire pour venir prester. Il a véhiculé un message des femmes à l'endroit des autorités ivoiriennes. Je pense que c'est en réponse justement
au comportement de Sidiki Diabaté que Desbordeaux réagit. Donc, il aurait été bien, pour ma part, que quand tu commences à poser le problème, il faut le contextualiser, de savoir d'où ça vient, quels sont les tenants et les aboutissants. Malheureusement, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils doivent véhiculer un message de paix, mais malheureusement, tu n'as pas contextualisé ton sujet. Tu t'es juste contenté de prendre une moitié de cola pour faire ton sacrifice. Or, quand on fait un sacrifice, il faut les 2 moitiés de la Petit cola ou cola. Bref, je vais juste répondre. Desbordeaux n'a jamais dit en fait que c'était une réponse à Sidiki Diabaté. Desbordeaux ne l'a pas dit. Et puis, tant bien même que ça l'aurait été, je veux dire, tu ne tombes pas dans la boue parce que l'autre a traîné dans la boue. Donc, ton argument est totalement galvaudé. On va permettre à Manuela d'intervenir. Je te dis simplement qu'il fallait prendre les 2 moitiés de la cola. On a beaucoup d'amour à tous les deux. Manuela, s'il te plaît. Non, pour réagir, j'allais dire, bon, il y a des choses très justes de part et d'autre. Moi, j'aimerais, en tout cas, le plus important pour moi, c'est la nature du message. Alors, j'ai pas de problème parce qu'on indexe et on reproche souvent aux sportifs, aux musiciens, aux artistes et à tous ces autres acteurs-là, en tout cas hors, extérieur à cette sphère politique-là, de réagir. Je pense qu'à partir du moment où nous sommes citoyens, tout le monde est légitime pour réagir sur une problématique politique. Maintenant, c'est la nature des messages qui me porte problème. C'est-à-dire, quand on appelle des artistes ou quand des artistes décident de leur propre chef de s'exprimer ou des sportifs, ou ce genre de choses, et que c'est en faveur d'un message de paix, là, je suis OK. Je veux dire, même on sort de notre conflit ou de ce genre de choses, on regarde au niveau du monde. On appelait les Michael Jackson, on appelait ce genre de choses pour chanter des chansons We Are the World, Black or White, fédérés, parce qu'ils sont là pour ça. Ils ont leur place dans le débat politique. Maintenant, c'est la nature du message. Et j'ai un souci quand des artistes, par exemple, viennent et parlent politique en disant « il faut boycotter l'autre, il faut… » Non. Les artistes ont leur mot à dire, comme les sportifs, comme tout citoyen de la société, mais c'est la nature du message. Attention au message qu'on véhicule. Et je disais tout à l'heure, avant l'échange, que j'envoyais plein de cœurs. Pourquoi ? Parce que c'est simplement la paix à la fin de la journée qui est prônée. Et moi, j'aime les choses de l'amour. Donc voilà. Très bien. Deuxième coup de gueule, c'est Daouda Coulibaly, je sais Sa qu'il va Majesté. mes pieds fermes, mais on ne va pas se louper, petit. Est-ce qu'il te voit? Est-ce que moi-même, je te vois aussi? On y va? D'accord. Je pense que dernièrement, le week-end dernier, il y a un chanteur français qui a fait un concert en Côte d'Ivoire ici, qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Taïsi, ou bien c'est Taïki, ou bien c'est Taïki. Ça s'appelle Taïk. Ça, c'est vos problèmes. Taïk. Ça, c'est un de vous là-bas. Mais c'est Donc, Taïk. avant de Oui, commencer, c'est Taïk. je tiens à préciser que le chanteur français Taïk, je n'ai rien contre sa chanson, il chante extrêmement bien. Voilà. Mais voilà. Je n'ai rien à redire sur sa mélodie et ses envolées lyriques. Mais ce qui me gêne un peu, par contre, c'est ses attouchements sensuels qu'il entretient avec certaines de ses fans lorsqu'il est en prestation. Et le monsieur est coutumier de ce genre de fête-là. Pour moi, c'est limite de la pornographie, voire même une agression sexuelle à l'endroit de ces filles-là. Lors de son dernier concert à l'Ivoire Golf Club, l'homme nous a servi un véritable numéro de stripteaseur sous les yeux ébahis de ses fans. On a tous accusé la jeune dame, moi en premier. Voilà. Taïki, pour moi, profite en fait de l'euphorie de la jeune fille et qui est une victime d'agression sexuelle, qui s'ignore. Parce que souvent, on agresse les femmes sexuellement, mais généralement, elles ne savent même pas qu'elles sont agressées sexuellement. Pour moi, c'est le lieu, au lieu d'accuser la jeune fille à corps et à cri, il est important que la relation entre les fans et les deux peut souvent de comprendre en fait. Et cette relation peut arriver à ce qu'on appelle l'érotomanie. L'érotomanie, en fait, c'est une maladie. Et cette maladie, si vous ne le savez pas, je sais que toi, tu ne sais pas, mais je t'ai mis sur les gros mots. L'érotomanie est un délit passionnel caractérisé par la conviction d'être aimé par une personne à position sociale reconnue et ou enviée, en fait. Donc, l'amour que tu ressens pour la star, en fait, souvent, ce n'est pas réciproque. Et donc, Taïk a profité de cela. La fille est montée sur scène dans son euphorie, chanter un peu Taïk, je t'aime et autres. Il s'est permis, il a touché. Vraiment, il a pétri le pain. Le pain des gens a été pétri dans sa main. Il l'a touché, tripoté dans tous les sens. La fille, c'est vraiment, on est parti dans tous les sens. Et la jeune fille qui était perdue dans l'euphorie s'est retrouvée face à sa star et qui a profité de sa faiblesse. D'accord. C'est le lieu pour moi, en fait, d'attirer l'attention des uns et des autres, en fait. D'accord. Souvent, je vois que quand il y a une situation de ce genre, les gens ont tendance à accuser les femmes. Mais souvent, il faut aussi accuser les hommes. Parce que c'est une star, ce n'est pas un enfant, c'est une grande personne. Et j'attire l'attention des féministes et des experts en droit des femmes.
il faut condamner ce genre d'agression sexuelle-là parce que la condamnation ne doit pas être seulement qu'à géométrie variable. À l'endroit des parents aussi. Voilà. C'était mon coup de gueule de ce soir. On ne peut pas laisser dire ça, c'est pas une agression sexuelle. Non, c'est pas parce que toi, on t'a flashé pour... Non, il a le droit de réagir, hein, parce que tu as fait ton coup de gueule. Non, franchement, il réagit. on ne peut pas laisser dire ça. C'est pas du tout de l'agression sexuelle. La jeune fille, qui n'est de 1, elle n'est pas mineure, de 2, elle est consentante. Tu as son âge? Oui. Elle a quel âge? Je n'ai pas son âge, mais elle n'est pas mineure. Donc on peut dire qu'elle a 22 ans. En tout cas, elle ne serait pas mineure. Elle a 22 ans, d'accord. Tu te fonds sur quoi? Je peux parler, Daouda. Vas-y, laisse-le parler. T'es épuisant à force. Oui, donc comme toi. Mais je t'aime bien. Moi, je t'adore. Elle n'est pas mineure et elle est consentante. Donc on peut